Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 26 juillet 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui entament une semaine assez chargée, j'ai envie de dire, en données macroéconomiques et en données aussi économiques. Mais avant ça, Wall Street a quand même terminé en forte hausse la semaine dernière, puisque les trois principaux indices ayant terminé sur des plus hauts de clôture historiques, portés notamment par les grosses capitalisations et encore une fois par les résultats jugés plutôt encourageants de plusieurs spécialistes des réseaux sociaux. Alors pour rappel, après la frayeur de lundi dernier, où les indices avaient connu quand même la pire séance de l'année à cause des craintes de l'impact économique du variant Delta, Wall Street a affiché finalement des gains hebdomadaires et sur la semaine écoulée, le Dow Jones affiche une hausse de quasiment plus de 1%, le Nasdaq presque 3% et le S&P un peu plus de 2%. Ce matin, en Europe, la prudence est de mise, ouverture un peu en baisse, les investisseurs peu enclins à des prises de risques, privilégiant les valeurs refuges, comme je vous le disais, avant une semaine assez chargée. La semaine s'annonce particulièrement riche avec une pluie de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques de premier plan, sans oublier, bien entendu, la réunion monétaire de la Réserve fédérale. Donc, les investisseurs suivront de près la publication de certains géants, dont LVMH, Apple, Amazon, Boeing, pas mal de valeurs de la tech. Pour rappel, on a déjà eu un peu plus d'un cinquième des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats et à peu près 88% d'entre elles ont fait mieux que le consensus. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert et la santé des entreprises est excellente. Bien évidemment, les intervenants de marché réagiront aussi mercredi aux annonces de la Réserve fédérale après sa réunion monétaire de 2 jours. Cette réunion ne devrait pas accoucher, j'ai envie de dire, d'annonces spectaculaires, mais comme vous le savez, la Fed est attendue sur de possibles éclaircissements concernant le calendrier du ralentissement des rachats de titres sur le marché, le fameux tapering. Pour rappel, la semaine dernière, on avait eu la BCE qui a dit que pour l'instant, elle n'envisageait pas un ralentissement des rachats de titres et que potentiellement elle pourrait commencer à étudier la chose à partir de l'automne. Mais la Fed, face à l'inflation, elle pourrait prendre des mesures un peu plus tôt et commencer à se retirer doucement des marchés. Comme je vous le disais, moi j'attendais personnellement des annonces pour la fin de l'été et potentiellement pour la conférence de presse de Jackson Hole. Pour terminer, l'agenda macroéconomique sera également riche avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre et surtout les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en zone euro. Côté macro, ici nous avons donc les résultats de sociétés concernant l'indice CAC 40 et comme vous pouvez le voir, on a une semaine extrêmement chargée. On a quasiment près de la moitié des valeurs du CAC 40 qui vont publier cette semaine. Donc là, on a LVMH, Kering qui sont attendus. Donc vous voyez ici, ce sont la capitalisation boursière de chaque société. Donc forcément, les poids lourds tels que Kering, LVMH, L'Oréal ou Hermès. Hermès, bon, ont quand même une certaine pondération au sein de l'indice à cause, ou du moins du fait de leur capitalisation boursière. Donc forcément, ça devrait faire décaler l'indice et créer pas mal de volatilité, je pense, cette semaine. On est une semaine qui est quand même assez remplie, que ce soit par les données économiques et macro, notamment avec l'inflation. Mais d'un point de vue des résultats des entreprises,
Je m'attends en tout cas à ce qu'on ait pas mal de volatilité sur le CAC 40 cette semaine. On avait déjà eu en amont des signaux techniques haussiers la semaine dernière. Donc, si l'ensemble des résultats est plutôt bien accueilli par les investisseurs, je pense que le CAC 40 devrait poursuivre sa hausse cette semaine. Donc ici, notez bien la liste des entreprises qui vont publier, notamment si vous tradez le CAC 40 ou si vous êtes positionné sur certains de ces titres. N'oubliez pas de remonter vos stops, prendre de bénéfices. Bref, il faudra agir en conséquence. Ici, ce sont les résultats pareils des sociétés, mais aux États-Unis. Ce soir, ce sera au Tesla qui sera attendu. Donc, on surveillera les résultats et les bénéfices que va faire Tesla. Savoir si elle a vendu aussi quelques bitcoins pour faire grossir un peu ses bénéfices, comme ce fut le cas au premier trimestre. Ensuite, on attendra surtout bien, les grosses techs, dont Apple, AMD, Microsoft, Alphabet. Donc c'est vrai que mardi soir à la clôture, on devrait avoir logiquement pareil, pas mal de volatilité sur le Nasdaq avec Apple, Microsoft, Alphabet, Visa. Ensuite, on aura le jeudi soir à la clôture Facebook, PayPal, Qualcomm, donc toujours pour le Nasdaq. Et on terminera jeudi essentiellement avec Amazon. Donc voilà les grosses valeurs à suivre si vous tradez le Nasdaq. Et pour le Dow Jones, les valeurs qui pourraient faire un peu décaler l'indice, ce serait, je pense, bien, la société 3M, Boeing notamment, Pfizer, McDonald's au sein de l'indice Dow Jones. Donc pareil, mercredi, c'est vraiment une grosse journée pour le Dow Jones en début d'après-midi et le soir pour le Nasdaq. Et ensuite, nous avons pour le Dow Jones toujours la société ExxonMobil, Caterpillar et P&G au sein du Dow Jones. Donc voilà, pas mal de grosses sociétés donc qui vont publier en Europe et aux États-Unis, et je pense que cela devrait créer en tout cas pas mal d'opportunités, que ce soit sur les actions ou même sur les indices. Direction les graphiques maintenant, avec notre indice national, le CAC 40. Alors où en sommes-nous sur le CAC? On va démarrer en données hebdomadaires pour voir un peu la tête de la bougie qui est quand même plutôt rassurante, j'ai envie de dire, dans le sens où on évolue toujours au-dessus de notre Tenkan. Derrière, cette bougie se caractérise quand même par un avalement haussier, puisqu'on a fait un gap lundi dernier, on a accéléré à la baisse, finalement buy the dip, et derrière, on clôture quasiment sur les plus hauts de la semaine avec un joli avalement haussier. Qui plus est, on est toujours dans une dynamique haussière, une tendance haussière bien en place, et surtout la sortie du porte-voix, selon moi, qui plaide pour une nouvelle jambe de hausse. Bien entendu, le catalyseur de la semaine, comme je vous le disais en introduction, ce sont les résultats d'entreprise et l'inflation en zone euro. Mais en l'absence de mauvaises nouvelles, pour l'instant, bon, on a ouvert en baisse, mais on est toujours sur un pullback, selon moi, sur la borne basse de ce porte-voix, prise d'appui sur MM50, borne basse du nuage, et je vise toujours les 6007, voire 6840. En tout cas, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Pas trop d'inquiétude sur les marchés. On a quand même eu une grosse accélération ici. Là, on est en train d'effectuer justement un peu ce fameux pullback sur une zone de support intermédiaire couplée à notre borne haute du porte-voix. Bon,
Ça reste haussier, hein, très clairement, ça reste haussier. Certains ont peut-être pu se positionner ici à la cassure des 61,8 avec un stop juste en dessous, donc ont profité de l'accélération, ont mis le stop à break-even et maintenant se laissent porter par le marché dans l'espoir d'avoir des news flow positifs tout au long de la semaine pour tenter d'aller chercher de nouveaux records annuels. Mais là, très clairement, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a une belle zone de prix. On a ouvert avec un gap baissier, mais sur une zone clé en mode pullback. Pour l'instant, ça repart dans le sens du flux. Pour moi, je reste haussier sur le CAC 40. J'apprécie aussi ce fameux V-bottom qu'on est en train de former. Donc, aucune raison d'être baissier pour l'instant. Bien au contraire, plutôt haussier. Je vais viser dans un premier temps cette semaine les 6600 points, puis objectif TP2 pour moi ce serait les 6007. Retour sur les 6685 et TP3 borne haute du range. Mais un sentiment et un biais haussier toujours sur le CAC 40. Concernant le DAX maintenant, le DAX pareil, je préfère la dynamique qu'on a actuellement sur le CAC 40. Le DAX, l'objectif n'a pas changé. Sentiment toujours qu'on est peut-être dans un énorme range sur l'indice allemand, juste ici, et que l'objectif, c'est la borne haute, avec excès. Cette borne haute toujours couplée, comme vous le savez, il y a cette borne haute de range couplée à la borne haute du canal haussier mensuel. Le sentiment qu'on a atteint un plafond de verre sur le DAX, mais il y a encore quelques points à aller chercher. Pareil, si on a des résultats plutôt bons et encourageants, le DAX devrait poursuivre son rebond et aller chercher la borne haute. En tout cas, en données daily, pour l'instant, on s'inscrit au sein d'un rebond. Le CAC surperforme étant donné qu'il a retracé quasiment déjà toute sa baisse. Le DAX traîne un peu, mais bon, pour l'instant, ça reste haussier. Je passerai éventuellement baissier si on repasse sous les 15 500 points pour venir combler ce gap. Mais dans l'état actuel des choses, je suis plutôt haussier sur la semaine et je m'intéresserai encore une fois à des ventes proches de la borne haute, donc ici, vers les 15 800. Voilà le niveau qui va m'intéresser sur le DAX cette semaine. Là, pour moi, on se situe un peu au milieu de nulle part, au milieu du désert. J'attendrai donc soit une clôture sous les 15 500 points pour éventuellement amorcer un repli correctif un peu plus profond. Sinon, tant qu'on s'inscrit un peu dans cette reprise haussière, pour moi, on est dans un range de moyen long terme. Donc, rotation complète des prix vers la borne haute et le niveau clé qui m'intéresse, ça reste 15 800. Pourquoi pas avec un excès sur mèche pour aller titiller cette borne haute de canal vers 15 830, 15 850. Et c'est très clairement le niveau qui va m'intéresser cette semaine. Et on verra ici ce qu'on fait une fois que le marché aura atteint ce niveau pour savoir si on repart à la vente ou au contraire, sortie de range par le haut. Et dans ce cas-là, on visera les 16 000 points. Le Dow Jones, l'objectif a été atteint. Pour rappel, je vous disais que suite à la cassure des 34 800, je visais les 35 000 points sur le Dow Jones la semaine dernière. Objectif atteint, borne haute du range. Les futurs, je crois qu'on est légèrement dans le rouge. On va aller vérifier ça, mais je ne suis pas sûr à 100%. En données 4 heures, sur la borne haute du range. Donc très clairement, pour l'instant, on va attendre 15h30 patiemment, voir comment le marché réagit. Mais le sentiment quand même qu'on va peut-être break la borne haute.
à surveiller les résultats en fait de Microsoft et Apple, qui vont aussi publier. Alors certes, ce sont des valeurs qui sont dans le Nasdaq, mais elles sont aussi, ce sont aussi des composantes de l'indice Dow Jones. Donc là, très clairement, le Dow Jones attaque une semaine assez chargée, comme je vous le disais, en données macroéconomiques. On a pas mal de poids lourds et aussi avec l'inflation. Donc, à partir de là, on surveillera la cassure de la borne haute, ce qui pourrait déclencher justement une nouvelle jambe de hausse en direction des 35 500, voire 36 000. Pour l'instant, on est plutôt sur des bougies flux haussières. On n'a absolument pas de chandelier de retournement comme ce fut le cas ici ou avec l'avalement. Ça reste haussier. Les acheteurs gardent la main. Donc, aucune raison de se mettre à contre-courant tout de suite. Pour l'instant, je reste haussier sur le Dow Jones. On va quand même aller voir les futurs. On a un peu plus d'indications. Sur le Dow Jones, on est OK, on est en légère baisse sur les futurs. À surveiller cette bougie, c'est vrai qu'elle pourrait donner quelques indications. Effectivement, on a eu un gap haussier. Bon, on a tenté de faire un avalement baissier ici, mais ce n'est pas validé. On est sur la borne haute, donc très clairement, sur le Dow Jones, j'attendrai un peu l'ouverture à 15h30 pour voir un peu comment les investisseurs vont se positionner. Est-ce qu'ils vont limiter leur prise de risque ou pas du tout? Et bon, est-ce qu'ils vont être plutôt enclins à prendre des risques et dans ce cas-là, franchir la borne haute? Et j'estime qu'une clôture très nette au-dessus des 35 000, 35 050, eh bien, ouvrirait la voie à une accélération haussière pour aller chercher 35 520, puis 37, puis 36 000. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas de signaux baissiers. On va surveiller l'ouverture à 15h30. Mais pour l'instant, on a ouvert à la baisse, mais les acheteurs se montrent encore une fois très présents sur tous les niveaux de support, que ce soit sur le CAC et le Dow Jones. De ce fait, rien ne sert de se précipiter sur les indices. Pour l'instant, la dynamique à court terme, même à long terme, mais depuis qu'on a eu un rebond sur l'ensemble des indices, c'est haussier et les acheteurs gardent la main. Côté Forex maintenant, un peu mou ce matin, sauf sur l'euro-dollar, ça devient intéressant. Ça y est, j'ai le sentiment qu'on a un signal technique haussier qui est en train de se valider. Comme vous pouvez le voir, on avait un peu ce niveau de support intermédiaire à 1,1755. Voilà, juste ici. J'attendais potentiellement l'euro un petit peu plus bas pour avoir un bon risk-reward aux alentours des 1,1710, 1,1720. C'est vrai que pour moi, c'était la zone parfaite, mais on est quand même dans une zone mensuelle de prix. Ensuite, le deuxième élément intéressant, c'est qu'on a ouvert avec un gap baissier durant la nuit et que là, on est en train d'avaler les bougies précédentes. Donc, très clairement, on a un joli avalement haussier sur support à confirmer en clôture, mais là, très clairement, ça sent le rebond technique ou du moins une tentative de reprise haussière pour aller chercher kit jaune et un 18,75. Donc ça, ce sont les données, les éléments en tout cas en données journalières. Ensuite, si on bascule en données 4 heures, pareil, c'est plutôt encourageant dans le sens où on avait quand même matérialisé un peu cette dynamique baissière à court terme au sein d'un biseau descendant. Et on est en train de le break avec Kijun MM50. On est en train de faire une bougie qui est en train de sortir par le haut. On va enlever, cacher, voilà, que ce soit un peu plus propre. Et derrière, le sentiment aussi, ouais, qu'on avait cette dynamique baissière et ici qu'on avait une phase de stabilisation un peu à l'intérieur d'un range, d'un double, voire d'un triple creux. Et je vais mettre un peu plus bas.
Tac, pour moi, c'est juste ici. Voilà. Et qu'on est en train justement de repartir en direction du nord. De ce fait, j'aime bien la configuration technique qu'on a sur l'euro-dollar, avec pourquoi pas, si tout est validé à la clôture, un stop loss sous les plus bas, et pour aller chercher les 1,1875. Mais là, très clairement, en données daily, belle réaction sur les 1,1755, formation d'un avalement haussier, et on tente de sortir par le haut de ce biseau descendant, et pareil, reprise haussière sur la borne basse du range 4 heures avec tentative de sortie par le haut. Donc pas mal, encore une fois, d'éléments techniques qui plaident pour une fin de baisse et éventuellement une reprise haussière. Dans ce cas-là, je viserai les 1,1875 dans un premier temps, puis 1,1953 si le marché veut bien accélérer à la suite du franchissement de ce niveau clé. Le GBP USD, pour rappel, on évoquait la zone des 1,36 un peu avec suite à cette divergence haussière à surveiller. Je visais le pullback, étant donné qu'on était quand même sur un très gros niveau technique clé, à savoir une zone de polarité couplée à la moyenne mobile 50. Donc je vous disais la semaine dernière que ce niveau risquait de poser problème aux vendeurs et que les acheteurs pourraient se manifester, défendre cette zone clé couplée à la MM50. Très belle réaction, on est venu quasiment chercher au pips près cette moyenne mobile 50 sur la zone des 1,36. Possibilité d'affiner le plan aussi avec justement la divergence ici en données 4 heures qui a donné une magnifique accélération haussière. Au final, on s'est retrouvé sur un bear trap puisqu'on n'a pas eu de sortie par le bas en données hebdomadaires invalidées. Bien au contraire, on a même eu un avalement haussier. Donc, logiquement, certains ont dû prendre des bénéfices sur les 1,3680, ont quand même dû garder une bonne partie de la position avec la réintégration du range avec une bougie flux directionnelle et impulsive, avec en plus un changement de retournement. TP2 sur les 1,38,0, enfin 1,38 tout simplement. Donc là, pour moi, il y a une deuxième prise de bénéfice qui doit s'opérer sur ce niveau. Et encore une fois, il faut garder un petit reliquat. Si là, vous avez coupé 25% de la position, 50% de la position ici, bah là, vous coupez 25 et il vous reste encore 25% de la position et vous visez les 1,39. Et pour les plus ambitieux, pourquoi pas un retour sur la bande haute du range. Mais là, on est bien parti. Par contre, on est très clairement sur une résistance clé au milieu du range. Vous voyez que c'est quand même un niveau de prix que le marché a travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Donc, prise de bénéfice qui doit s'effectuer ici. Et si le marché pète ce niveau, le deuxième niveau, c'est le milieu de range. Donc, on ira chercher les 1,3914. Mais là, c'est plutôt encourageant pour le GBP USD. On est en train de faire une belle bougie 4 heures. Reprise haussière aussi. Donc là, pour moi, on prend une deuxième fois ses bénéfices sur ce niveau-là. Et ensuite, on tente d'aller chercher le deuxième palier, enfin le troisième palier, le milieu de range. Après, bon, à vous de voir si vous décidez de garder effectivement encore un petit bout de position pour aller chercher la borne haut. Mais pour moi, c'est un peu des objectifs lointains, en swing trading pourquoi pas, mais à moyen court terme, je pense que cette semaine, on pourrait très bien aller chercher les 1,3915, à venir chercher un peu ce TP3 juste ici. Le NZD-USD, on avait fait le suivi aussi avec finalement la fausse sortie par le bas du range. Je vous disais la semaine dernière que le plan n'était toujours pas invalidé dans le sens où j'attendais la cassure de l'Aki-June et de l'oblique baissière. Donc, tout dépend de comment vous avez placé votre stop suite à la cassure par le bas du range ici. C'est vrai qu'un stop loss un peu trop serré,
eh bien, vous êtes fait sortir par le marché. Sinon, si vous avez placé votre stop loss logiquement au milieu du range, pour avoir un ratio de 1 pour 2, vous êtes encore dans la position, mais j'estime que le scénario baissier sera invalidé si clôture au-dessus de la Kijun et au-dessus de l'oblique. Donc là, on peut tracer une oblique. Je vais Ishimoku pour que ce soit plus propre. Une première oblique. Si il veut bien me donner mon point. Voilà. Tac, ici. Une première oblique juste ici. Éventuellement, si on coupe les mèches, on peut obtenir celle-là. Et on a une deuxième oblique en passant juste ici. On a la Kijun juste au-dessus. Donc là, très clairement, si on reste sous l'oblique, effectivement, on peut avoir un bear trap avec une réintégration, mais pas convaincante, histoire de sortir les vendeurs qui ont mis des stops un peu trop près, et puis finalement, on va sortir par le bas. Mais voilà, si on casse à la hausse cette oblique plus Kijun, j'estime qu'on a une forte probabilité d'avoir une nouvelle rotation vers la borne haute et qu'on retourne chercher les 0,7080. Donc là, pareil, en données 4 heures, j'avais mis, donc là, c'est la première oblique. J'avais aussi calé une oblique de plus court terme, celle-ci, juste ici, et on est pile poil dessus. Donc on a un peu voilà, calé avec plusieurs obliques, deux, trois obliques, enfin deux obliques, une de moyen terme et une à court terme. On se trouve à la croisée des chemins, très clairement. Donc on fera le point cette semaine. Je ferai quand même un suivi de cette paire pour savoir si, oui ou non, finalement le marché va complètement caler ici. J'aime bien la bougie qu'on a eue ici. Effectivement, on a eu un bel avalement baissier. Ça partait plutôt bien ce matin, mais finalement, des acheteurs qui se montrent présents, donc à surveiller en clôture pour savoir si on invalide ou pas ce plan baissier mis en place la semaine dernière. Mais très clairement, si on a une belle bougie 4 heures qui clôture là au-dessus des anciens plus hauts, j'estime que le plan sur le NZD USD sera, le plan baissier en tout cas, sera invalidé et qu'on aura une forte probabilité d'aller chercher la borne haute de ce range. Le gold. Le gold, belle réaction finalement en fin de semaine dernière, encore une fois, hein, sur la fameuse zone des 1790-1800. Hein, c'est vraiment un soutien à mettre à profit, une zone très clairement à ne pas négliger, ce fameux niveau des 1790-1800. Pour l'instant, ça tient. En parallèle, on a toujours cette petite jaune qui vient aussi en renfort sur ce niveau clé. Et à court terme, il ne se passe pas grand-chose. Pour moi, on est toujours prisonnier dans un gros niveau, à savoir 1790-1800 avec soutien Kijun. Et à la hausse, on est bloqué par Tenkan et même 50 et d'autres niveaux clés en données journaliers. Donc là, très clairement, quand les prix sont prisonniers entre déjà dans le nuage et en plus entre Tenkan et Kijun, c'est vraiment une phase d'hésitation, d'incertitude. Généralement, il ne se passe pas grand-chose. Le marché est mou, c'est le cas quand même depuis 2 semaines. Pas beaucoup d'actions. Plutôt pour les traders de range, effectivement, si on affine encore, je vais quand même passer en données journalières. Là, vous avez aussi la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Encore une fois, en données journalières, vous voyez que là, on est prisonnier entre Kijun et Tenkan. Donc, beaucoup d'obstacles, je trouve, sur le gold, que ce soit en données hebdomadaires, en données daily. On a beaucoup de niveaux en fait qui viennent un peu bloquer les prix à chaque fois, qui viennent freiner soit l'ascension baissière, soit la reprise. Et ce qui fait qu'on a un peu des portes de saloon, ça part à la hausse, puis finalement ça cale, ça repart à la baisse, puis finalement on va pas plus bas. C'est vraiment un marché pas très intéressant, très clairement, un peu piégeux, même si on n'est pas habitué à trader les ranges. Porte de saloon, voilà, c'est vraiment typiquement un marché, ça part dans un sens, puis finalement ça part dans l'autre, puis dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment le marché pour moi, porte de saloon. En données 4 heures, on est toujours dans un range, très clairement.
Les traders les plus expérimentés, les plus agressifs tenteront sur des unités de temps un peu plus courtes avec des signaux, pourquoi pas en 15 minutes en horaire, de payer encore une fois la bande basse. Hein. Ça a marché une fois ici, là pas mal de fois. Enfin, c'est la zone, hein, c'est 1800, 1800, 1790 sur excès baissier. Pour l'instant, ça passe, mais là, pour moi, c'est pas très intéressant. On se situe un peu au milieu de nulle part. Si vous êtes ici, eh bien, vous mettez votre stop à break-even et puis vous espérez que le marché aille chercher les 1830. Et puis on commencera une nouvelle fois à s'intéresser au gold si on casse ce niveau ou si on a de nouveau un chandelier baissier pour mettre en place une stratégie de ping-pong. Mais très clairement, le gold, pas très intéressant depuis quelques temps et peut-être, je dis bien peut-être, mais quand même, l'inflation US devrait avoir un impact sur le gold d'ici la fin de la semaine. Mais pour l'heure, ce n'est pas un actif où il se passe de l'action. Pour moi, là, l'action actuellement, elle se passe sur les crypto-monnaies. Donc, on fera le point en fin d'émission. Le Brent. Le Brent, on a atteint le TP1. Le TP1 a été fait suite à la cassure du niveau des 50%. Donc là, logiquement, vous avez dû mettre votre stop à break-even. Bon, peut-être que certains se sont fait sortir sur la mèche, mais des bénéfices ont dû être pris sur le niveau des 61,8, qui était pour moi le TP1 et le TP2, les 75,60. Donc, je vais enlever mon Fibo pour voir maintenant un peu la tête de la bougie hebdomadaire, mais on a fait nous. Non, hebdomadaire. Ouais, le marché est solide, hein. Le marché est franchement solide. La divergence n'est pas validée, vous voyez. Divergence pas validée, on a même clôturé dans le vert, on a sauvé le support des 72,45, on est au-dessus de la Tenkan, les acheteurs sont présents, les acheteurs ne lâchent rien, et plus de peur que de mal finalement la semaine dernière. Donc à voir comment le variant Delta va potentiellement driver les cours dans les prochaines semaines, car effectivement, ça pourrait fragiliser la dynamique haussière et surtout pénaliser la demande de Brent ou la demande de pétrole, tout simplement. À moyen long terme, j'estime quand même que la hausse est limitée. Encore une fois, on est sur une belle oblique haussière, on a eu une belle réaction du marché, on est quand même monté assez haut, assez vite, assez fort. Un retour sur l'oblique ne serait pas à exclure, mais j'ai quand même le sentiment que la hausse reste limitée maintenant sur le Brent et qu'on va peut-être enfin commencer à se calmer. Néanmoins, ce n'est pas baissier pour autant. Et effectivement, tant qu'on est au-dessus des 72,45, ça reste haussier. Là, j'attends de voir la bougie, mais là, j'ai pas de plan à vous proposer. Très clairement, sur le Brent, il y avait le plan en fin de semaine dernière à court terme. Là, on s'inscrit toujours au sein de ce chandelier de retournement qui a quand même créé, enfin, qui a matérialisé en tout cas un creux de marché avec cette étoile doji du matin. Mais on n'est pas sur un niveau intéressant. On est au milieu, pas vraiment au milieu de nulle part, on est sur les 61,8, mais passer vendeur avec, là ce serait quasiment vendre un gros niveau de support, c'est pas très intéressant. La hausse me paraît limitée pour aller chercher quoi? Les 75-60. Bof, c'est pas terrible, le ratio n'est pas très bon. Voilà pourquoi le Brent, si certains sont à l'achat ou même réussi à se positionner plus bas, eh bien tant mieux pour eux, stop à break-even et ils espèrent qu'on aille chercher ce niveau, puis le deuxième niveau. Pour ma part, j'attends en fait le Brent encore une fois sur l'oblique.
une nouvelle réaction sur l'oblique pour vous proposer une stratégie vendeuse, encore une fois. Comme je vous le disais, pour moi, la hausse me paraît limitée. La baisse, on a quand même fait une belle purge, une belle correction la semaine dernière. Le marché semble retrouver ses esprits, mais à court terme, c'est neutre. Neutre, on s'inscrit quand même toujours dans un rebond technique, mais neutre dans le sens où difficile de proposer un plan de trading. On se situe au milieu de nulle part. Donc soit on retourne ici et en données 4 heures, on essaye, ou en données horaires, d'avoir un chandelier de retournement et potentiellement on se retrouverait sur une borne basse d'un range. Voilà, très clairement. Pourquoi pas avoir un range horaire ici, si on cale, essayer de reprendre position ici. Mais là, pour moi, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Bon, un marché qui tente de nous faire une cassure Tenkan Kijun. Dommage que la Tenkan s'oriente à la baisse au moment de la cassure. Mais on s'inscrit toujours dans la reprise haussière. Mais je reste neutre. Je reste neutre sur le pétrole. Je l'attends soit un retour ici. Dans ce cas-là, on surveillera un chantier de retournement, une belle cassure nette. Sinon, je laisse faire le rebond et pareil, je prendrai plutôt position sur la borne haute, enfin sur la borne haute, sur l'oblique, au plus proche des 77, 77,50. Le light, le light, c'est exactement la même chose. Là, on est repassé sous la zone, finalement, on repasse au-dessus. En données hebdomadaires, même constat, hein, la divergence n'est pas validée. On clôture dans le vert, on sauve les niveaux de support. Finalement, on ouvre en baisse, mais on vient pullbacker les 71,50. Ça reste haussier au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la MM50. On vient faire le pullback sur le niveau des 71,50. Je passe pas baissier. De toute façon, l'analyse est exactement la même que sur le Brent. En données 4 heures, on peut affiner, mais on est au-dessus de la zone de support. Hein. On la voit très clairement, au-dessus du niveau des 50%, au-dessus du gros support, ici des 71,50. Donc, les acheteurs à court terme gardent la main. Pour moi, ce n'est pas baissier, ce n'est pas vendeur. Et même en données horaires, là, on a quand même eu une belle bougie horaire. Belle bougie horaire, finalement, on repasse au-dessus de la zone, on casse Tenkan et même 50. Donc, un creux de marché au sein d'une tendance, d'une reprise haussière. Bon, les traders les plus agressifs tenteront même un achat, à mon avis, avec un stop loss juste en dessous pour viser les 74,70. Effectivement, la bougie est plutôt intéressante. Comme je vous le disais, plutôt neutre, avec quand même un biais haussier. Donc, pourquoi pas tenter cette stratégie, mais je préfère rester à l'écart quand même. Je trouve qu'on manque un peu de visibilité, mais pour autant, je ne passe pas vendeur très clairement sur le pétrole tant qu'on est au-dessus de notre zone couplée avec MM50 données daily, Kijun et retracement du niveau 50 de Fibonacci. Maintenant, les cryptos. Et là, ça devient intéressant. Très clairement, celles et ceux qui ont réussi à se positionner, comme je vous le disais, suite à la divergence haussière en données horaires en début de semaine dernière, eh bien, vous devez être très content et sourire puisque vous avez eu un ratio juste excellent. Les autres qui ont attendu le chandelier de retournement ici, avec l'avalement haussier, pareil. Certes, vous avez un ratio un peu moins bon, mais vous réalisez déjà un beau gain. Donc, n'oubliez pas de prendre quelques bénéfices, d'alléger votre position, de vous mettre votre stop loss à break-even. Bref, ne redonnez pas vos gains si durement gagnés au marché.
C'est beau ce qu'on est en train de faire sur le BTC. Je pars toujours, et j'ai toujours eu ce scénario de reprise en U. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Toutefois, il ne faut pas crier victoire trop vite, étant donné qu'on est dans un range de moyen long terme et que pour moi, je surveille la cassure des 40 800 $. Donc, soit vous prenez des bénéfices maintenant, si effectivement ça commence à devenir dur à tenir ce trade psychologiquement, je ne vous en voudrais pas. Bien entendu, c'est normal, surtout pour celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence horaire. Vous avez un super ratio, au moins, je ne sais pas de combien il est, mais au moins de 1 pour 5, voire 1 pour 6, même un peu plus, je pense, étant donné le prix d'entrée par rapport au stop loss. Donc ceux-là, vous pouvez prendre des bénéfices. Pareil pour celles et ceux qui ont pris l'avalement. Oui, le niveau à aller chercher, c'était 40 800. Bon, faut pas être non plus trop cupide. On peut aller le chercher très clairement. On se situe au milieu de nulle part. Là, sur le BTC, pour moi, on n'est pas sur le niveau clé. Le niveau clé, c'est les 40 400, 40 800. Commencer à prendre des bénéfices, au moins mettre un stop à break-even, voire un stop win. Comme ça, psychologiquement, ça fait du bien. En données hebdomadaires, la clôture est belle aussi, puisque finalement, on n'a pas clôturé sous la MM50, on a même fait un avalement haussier. Donc, plutôt encourageant, on démarre bien la semaine. Donc maintenant, prochain niveau, 40 800 en fait. 40 800, et si on casse ce niveau, c'est sorti par le haut du range. Et dans ce cas-là, reprise en U, et je viserai 44 850 et 50 000 $. Si, voilà, si on décide de céder de l'analyse technique, l'objectif théorique, ce serait les 52 000. Pour ma part, 50 500 $, ce sera mon objectif final. À moyen terme, bien entendu, on peut très bien faire une sous-coupe derrière et repartir en direction des 60 000 $. Bon, on n'en est pas là, ça, on va pas non plus faire des plans sur la comète, mais en tout cas, ça commence à se dessiner. On peut pas aussi très bien faire une nouvelle rotation vers la borne basse du range, donc d'où l'intérêt de prendre des bénéfices, mais tant qu'on empile des belles bougies vertes et des bougies flux directionnelles et impulsives, ça sent bon. En tout cas, on a un retour des volumes, on a un retour de la volatilité, on empile bien les bougies vertes, surtout celles-là. Il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe de l'action sur les crypto-monnaies. Donc, pour résumer, c'est haussier, les acheteurs gardent la main, on peut commencer à prendre des bénéfices, étant donné qu'on arrive sur la borne haute d'un range. Ensuite, on surveillera sa cassure. Et si ça pète, eh bien, scénario de reprise en U de long terme et on visera 44 850 et 50 500 $. Le scénario est exactement le même pour l'Ethereum. Regardez-moi ce magnifique double creux. Donc, en données hebdomadaires, pareil. Belle réaction sur le niveau des 61,8. Pour rappel, c'était le niveau que je vous disais de surveiller la semaine dernière, couplé à la borne basse du range, donc niveau des 61,8 de Fibo. Belle réaction, hein, j'en ai parlé quand même de l'Ethereum avec cet avalement haussier, donc pareil, j'espère que certains ont mis à profit ce niveau et ce change de retournement. Objectif atteint, on visait la borne haute du range, donc on peut prendre quelques bénéfices sur les 2370 $. Et maintenant, on espère que le marché pète ce niveau à la hausse pour nous déclencher un magnifique double creux. Une figure chartiste de retournement haussière. Et dans ce cas-là, objectif 2900, très clairement, et 3000 $. Voilà, et pareil, scénario de reprise en U sur l'Ethereum, comme sur le BTC. Je pense qu'on pourrait avoir pas mal d'actions sur les cryptos là dans les jours à venir, voire les semaines. Il se passe pas mal de choses intéressantes, retour de la volatilité, retour des volumes, des bonnes news.
de la part de certaines entreprises. Donc, à surveiller, en tout cas, on espère avoir des points bas de moyen long terme, mais ça sent plutôt bon. Donc là, je surveille la clôture au-dessus des 2300. Le mieux, ce serait au-dessus des 2400 $ pour justement espérer un double creux comme figure de retournement et donc une accélération sur 2600, 2545, mais surtout 2900 et plus si affinité, à savoir le seuil psychologique des 3000 $. Voilà le point sur les cryptos et je pense que on va surveiller ce marché des crypto-monnaies en ébullition très clairement car pour moi, en ce début de semaine, c'est très clairement là où il se passe de l'action. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.